cette rencontre avec le lecteur, le public? Déjà, c'est agréable parce qu'on rencontre des dessinateurs qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer parce que on travaille chacun de notre côté et c'est assez frustrant de ne pas voir les copains. Puis le festival ici est très bien, il est assez il est agréable, il est familial. C'est bien, c'est très bien. C'est aussi l'occasion de mesurer justement la popularité de vos histoires, de vos personnages. Oui. Parce que pour le coup, là, Raon, il est pas loin des 55 ans. Si j'ai bien fait le calcul. Je l'ai créé en 68. 68. Ah non, alors 68. 45 ans. Oui. 45 ans. À l'époque de sa création, vous attendiez une telle longévité? Non, parce que à la rédaction du journal où je travaillais, il nous a dit, oh, mais quand tu... enfin, ils ont dit à ça, au scénariste, Roger Le Cureux, ils nous dit, mais quand tu auras fait une dizaine de découvertes, vous avez pu avoir l'histoire à faire. Ouais. Et puis là, on en est à plus de 200, et maintenant ça marche très bien. Il n'y a pas de... Ça continue, on fait toujours des découvertes, on fait toujours on fait évoluer le Raon avec l'homme préhistorique, de façon à ce qu'il devienne plus intelligent, plus respectueux des autres hommes, et je trouve que c'est très bien. Voilà, quand je suis revenu en France... Comment il est né ce personnage? Eh bien, avant de faire ce personnage-là, je faisais un personnage d'aviation qui s'appelait Bob Mallard. Oui. Et comme j'en avais assez de le faire, j'ai proposé à la rédaction de faire je l'avais fait une tête de personnage blond que je pensais faire un Gaulois. Et lorsque le rédacteur en chef a vu le dessin, il m'a dit, ah bah tiens, justement, notre scénariste Roger Le Cureux, qui lui a fait un scénario sur un homme préhistorique, est-ce que tu veux bien que ton Gaulois devienne un homme préhistorique? Et nous, il n'y a pas de raison, parce que de toute façon, la préhistoire m'intéressait aussi, et puis ça changeait un petit peu du Gaulois. C'était pas un Astérix, parce que c'était réaliste. C'était des dessins réalistes. Merci, jeune homme. C'était quel journal? Quand vous dites le rédacteur en chef du journal? C'était Vaillant à l'époque. Vaillant, oui. D'accord. Après ça, c'est devenu, dans le premier épisode de Raon, c'est devenu Pipi Gadget. Ouais. Moi, je l'ai connu effectivement dans Pipi Gadget. Oui. Les années 80, je l'ai connu. Ça a fait un succès tout de suite. Je crois qu'il est paru en mars 69. Et je crois que là, déjà, le retour à la nature était bien marqué avec les manifestations de 68 et tout ça. Et je crois que ça a contribué un peu. Ah oui, vous pensez que c'est ça? Parce que je voulais vous poser la question. Ça a un peu contribué au succès de Raon. Puis nous, on a présenté un personnage qui était intelligent, qui n'était pas... on a évité le plus possible la violence, parce que c'est pas la peine d'en rajouter. Et puis on a eu une politique par exemple pour le collier, on a donné des valeurs à chaque griffe du collier, de façon à ce que les gens enfin que les lecteurs, les jeunes, les moins jeunes, Ça a été en 70, les années 70, ils ont fait une apparition de Raon, uniquement Raon, qui était autre que Pipi Gadget. Il y avait un Pipi Gadget aussi, mais enfin c'était
c'était bien. Il y a eu, oui, après ça, par exemple, la grande popularité de Raon, on l'a connue quand Roger Le Curieux a voulu attaquer un petit peu le problème de la drogue. Et il a fait un épisode de 18 pages que j'ai illustré. Et on voyait Raon arriver dans un clan et tout le clan était drogué, ils crevaient de faim et puis ils n'allaient pas à la chasse. Et puis quand Raon a vu ça, il y a eu une petite joute avec le sorcier du village qui lui droguait ses hommes. Et puis il y a eu donc on a vu Raon pratiquement se faire percer par une flèche. C'était juste effleuré parce qu'il y a eu il était un peu drogué, il a été un peu endormi par cette flèche. Et puis quand cet épisode-là est sorti dans Pif Gadget, il y a eu quand même 800 lettres d'enfants qui l'ont écrit. Et puis le standard a sauté, il n'y avait plus assez de papier pour faire un Pif Gadget. Avant, il était vendu à 500 000 exemplaires. Et là, il y a eu 1 500 000 exemplaires et sans le gadget. Là, il y avait la couverture en noir et blanc avec Raon est mort. Et puis la suite, la suite a été derrière. La semaine d'après, on a vu Raon qui se réveillait sur ce menhir qui était allongé. Et là, ça a été la prise de conscience de l'émotion. Oui, parce que moi j'ai été dédicacé dans une célèbre séance de dédicace, et j'ai eu des parents qui m'ont dit mais vous ne vous rendez pas compte, ça fait 8 jours que mon enfant il dort pas, il faut le faire revivre. J'ai dit moi, d'abord je ne suis pas de scénariste, c'est le scénariste qui a voulu ça et c'était bien d'ailleurs parce que je revendiquais aussi la même chose que lui. Ça a été vraiment un effet il y a eu, je ne sais plus combien de millions de lecteurs qui ont lu ça et qui se repassaient le Pif Gadget. Ça a été vraiment très bien. D'ailleurs, comme petite anecdote, c'est la première fois que ma femme faisait les couleurs de cet épisode-là. Ah oui, sur cet épisode. Oui, voilà. D'accord. Et après, elle a continué ? Oui. On était un petit peu en compétition avec un grand coloriste, mais il ne lisait pas toujours les textes. Alors il y avait des gens qui vaut mieux lire les textes pour bien faire les couleurs, et pas mettre des couleurs n'importe comment. Il y a aussi une dimension un peu épique cinématographique dans Raon. Ah oui, bien sûr. Alors, je ne sais pas si c'est influé parce que j'ai lu que vous aviez, avant de me faire Raon, vous avez notamment travaillé sur la conception d'un fiche de film. Oui. Il y a eu une influence ou pas du tout? Je voyais D'abord, j'aime énormément le cinéma, et puis je voyais quand même des photos où il y avait des perspectives Vous savez, par exemple, vous recevez un coup de poing dans la figure, vous voyez d'abord le coup de poing, après ça, vous regardez si le mec il rigole ou s'il est content. Mais c'est un peu... Moi, j'ai toujours voulu faire rentrer le lecteur dans cette histoire, de façon à ce que oui, par exemple, il y a un moment où il invente l'aiguille à coudre. Bon, d'abord, c'est une petite pointe, il fait une encoche dedans, et puis il passe un crin de cheval, et puis il voit que quand ça s'enlève, alors il invente un petit trou pour mettre le crin dedans. Et moi, j'ai pas fait le personnage en entier comme ça, en train de coudre. J'ai fait les mains comme ça, et on voyait les cheveux, et j'ai fait les mains qui étaient en train de coudre. Et ça fait participer un petit peu le lecteur à la clôture. Ça le fait rentrer dedans. Et j'ai beaucoup d'histoires comme ça où par
par exemple, quand Raon tombe, il a les pieds en avant. C'est un peu... On ne va pas tomber, il tombe sur le lecteur. Et le lecteur, on prend plein la tête avec ça. Ça, moi, ça m'amuse, ça me passionne énormément de faire ça. Et comment se passait le travail avec le scénariste justement? Le scénariste me donnait le scénario enfin, par l'intermédiaire du journal. Et puis on se voyait très peu parce que moi à l'époque j'habitais surtout dans le sud de la France. Et puis lui il était à Paris. Mais on se voyait une fois par an. Il m'expliquait un petit peu les derniers scénarios qu'il avait fait. Mais jamais on a... Lui, il avait la sensation lorsque j'allais dessiner, il savait ce que j'allais dessiner. Oui, vous connaissiez quelque part. On se connaissait très bien, et puis il y avait une osmose entre nous, et c'était vraiment formidable. Maintenant, il est décédé, c'est son fils qui l'a repris, mais c'est pareil, on a quand même... Il sait aussi de quelle façon je vais traiter. Par exemple, un scénariste, il met vraiment en train de se battre contre un aigle. Alors c'est à moi de le mettre dans une position où il est en équilibre sur une montagne ou près d'un nid. Et puis c'est à moi de dessiner toutes les plumes de l'aigle. Et puis lui, il se borne à ça, quoi. Par exemple, se bat contre un aigle. Et c'est à moi de donner la profondeur, l'inquiétude du lecteur, parce qu'il dit il va chavirer dans le vide. C'est à moi à faire ça. C'est un travail de metteur en scène aussi. Et j'adore, comme je disais, j'adore le cinéma. Et moi, j'ai toujours eu la passion de ces mises en page aussi. Et c'est vrai que j'ai fait aussi des mises en page où il y a certains dessinateurs, je ne leur reproche pas, ils font leur travail comme une école, mais ils font d'abord des cadres et puis après ça ils mettent le personnage dans le cadre. Et moi je mets d'abord le personnage et après ça je mets le cadre si j'ai envie de mettre le cadre. Oui. Voilà, oui, ben on va y aller. Voilà, merci André. Dernière question. Oui. L'avenir de Raon. L'avenir de Raon. On continue? Oui, tout à fait. On continue de nouvelles. L'avenir, on est en train peut-être de négocier pour faire un film avec acteurs. Ah oui. Mais on en est encore au préliminaire. C'est vraiment les contrats, le scénario n'est pas encore fait, mais ça va venir. Ouais. Je pense que ça va venir. Voilà. Ce serait la boucle bouclée finalement. Oui, au cinéma. Oui, parce qu'on a déjà fait 2 dessins animés, puis un film, ça serait bien. Avec un personnage comme ça, il n'y a pas de problème. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. On repassera cet après-midi pour vous.